Nous recevons ce soir dans la bande le président du groupe parlementaire PDC-RDA à l'Assemblée nationale, honorable Simondo. Bonsoir. Bonsoir, M. Bailly. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci vous. Bienvenue dans la bande accompagné du président Jean-Paul O. Bonsoir, président. Bonsoir, Karim. Et Jean-Yves Doué, notre chroniqueur. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir, Karim. Honorable, comment va le PDC-RDA? Le PDCI, je vous l'ai toujours dit, est un grand parti. Le PDCI va très très bien. L'état de santé du PDCI n'est pas forcément lié à la situation du moment. Notre parti, dans son histoire, a connu beaucoup de vents violents, mais nous avons été toujours capables de tenir la tête haute, et c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes en face aussi de vents violents, mais comme nos aînés l'ont fait par le passé, notre parti est toujours solide et va de l'avant. Bien, la liste électorale a été publiée ce mercredi. Quelle était votre réaction lorsque vous avez constaté l'absence de votre leader? Bon, vous avez vu la réaction de notre parti. Je crois que le secrétaire exécutif, chef du secrétaire exécutif, M. Sylvestre Semou, a fait une déclaration au nom du parti. Mais si vous voulez avoir personnellement mon avis, c'est que personnellement c'est beaucoup de peine. Beaucoup de peine pour mon pays, pour notre pays, devant cette situation. Des pays comme le Libéria, qui ont connu des années de guerre, sont capables d'organiser des élections transparentes et libres, inclusives. Le Ghana à côté de nous est capable de le faire. Le Sénégal aussi. Bon, la Côte d'Ivoire, mon pays, n'est pas aujourd'hui capable de le faire. On est dans une espèce d'autocratie qui ne dit pas son nom, avec le refus catégorique de M. Ouattara et de son équipe de faire des élections transparentes, refus de la révision de la liste électorale. Ça veut dire refus d'avoir des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui participent au vote. C'est ce que ça veut dire. Refus de l'audit de la liste électorale. Bon, ça veut dire qu'on ouvre la porte à tout ce qu'on a connu par le passé, c'est-à-dire les vols, les tricheries, les magouilles de tout genre. Refus de réformer la CEI. La CEI, ça fait des années que tout le monde dit, les études sont faites, disent que 68% des Ivoiriens, 62% exactement, n'ont pas confiance dans la CEI. Et même chez les 38% restants, seulement 20% ont confiance dans cette institution. Tout le monde appelle à la réforme de l'institution. M. Ouattara et son gouvernement refusent cette réforme. Voilà, le code électoral, la loi électorale, idem. On demande aussi sa réforme pour permettre d'avoir des résultats qui sont crédibles et transparents, avec notamment la question de la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote, comme cela s'est fait au Sénégal. Bon, écoutez, je constate avec vous que c'est une peine profonde, c'est une situation extrêmement grave. Il se trouve qu'on a des compatriotes qui se réjouissent de ce niveau de médiocrité auquel on a amené la Côte d'Ivoire. Moi, pas du tout. Voilà ce que je peux vous dire. Jean-Paul Oro. Honorable, vous parliez tantôt de vent violent. Vent violent venant d'où? Ou de qui? Oh, écoutez, vous savez que si je prends le passé, le vent violent, bon, le colon a voulu décapiter le PDC-RDA en décapitant les leaders. Et vous connaissez la suite. Nos femmes se sont levées, en tout cas nos mères se sont levées, elles ont dit non. Voilà le cas d'espèce. Nos parents ont créé le PDCI, ont créé le RDA. Et le PDCI a toujours tenu. Il y a la mort du président Oufoué. Là aussi, il y a eu des secousses. Nous avons tenu. Aujourd'hui, il y a l'arrivée du président Tidjane Thiam. C'est les vents violents, c'est l'orchestration de la justice, la manipulation de la justice à des fins politiques. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire que vous connaissez. Voilà, par qui? Par le RHDP? Oui, par le RHDP et par le président Ouattara et son gouvernement. Il ne faut pas cacher les choses, c'est une réalité. Il fut un temps en Côte d'Ivoire où vous avez été, je dirais, où vous êtes entiché du RHDP. Qu'espériez-vous, vous l'opposition ivoirienne, au sein de l'Assemblée nationale, le PDCI en tête, en élisant M. Adama Bictogo à la tête de l'hémicycle ivoirien? Qu'espérez-vous, quel dividende espérez-vous avoir aujourd'hui quand le RHDP vous fait ça aussi dur? Non, vous savez non, quand on aime son pays, on doit être capable de poser un certain nombre d'actes. L'alliance, d'abord l'alliance avec le RHDP,
était animé par l'esprit du PDCI de reconstruire la nation, de ressouder, en tout cas, notre diversité, nos différentes diversités qui se sont éclatées avec la grave crise que nous avons connue. Donc c'est ça qui a expliqué cette volonté. Non, honorable, je parle de l'élection du président de l'Assemblée nationale, M. Adam Abito. Mais ça, on est dans la même logique. Non, vous n'étiez plus en alliance, le PDCI n'était plus en alliance avec le RDR. D'accord, laissez-moi prendre le temps de vous expliquer. Vous savez, je répète, lisez bien le discours, c'est moi qui l'ai prononcé. Hein. Tout à fait. Le 6 juin 2022, oui, je m'en souviens comme hier, le message était simple. Hein. Nous avons souffert, nous pouvons aller vers une réconciliation, construire une démocratie, installer un dialogue. C'est ça le message du fond. Et nous avons voulu donner un signal au président Ouattara pour dire, voilà, à l'Assemblée nationale, même dans l'espace où c'est normalement l'affrontement, pour l'élection du président, nous voulons donner un signal. Alors souvenez-vous aussi qu'après ce vote, il y avait la préparation de la rencontre des trois grands. Là aussi, on a voulu donner un signal à la rencontre des trois grands. La volonté, c'était vraiment de contribuer à l'avènement de ce dialogue politique auquel vraiment toute la Côte d'Ivoire aspire. Et les députés PDCI ont voulu vraiment donner un signal très fort. C'est ça le fond. Bon, maintenant, vous envoyez un signal. Il est reçu ou il n'est pas reçu? Bon, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, devant le président de l'Assemblée nationale lui-même, très récemment. Vous vous souvenez que nous avons quitté l'Assemblée nationale et tout, suite à l'élimination de à la condamnation de notre président. Nous avons fait une intervention à l'Assemblée nationale. J'ai fait une intervention pour dire, nous sortons de cette Assemblée, en tout cas pour envoyer un signal, pour dire, les actes que nous avons posés pour espérer ce dialogue ce dialogue n'est pas au rendez-vous. Et c'est pour ça que nous sommes sortis de l'Assemblée nationale. Donc il ne faut pas regretter les actes qu'on pose pour construire. Maintenant, tout dépend de la réaction des gens qui sont en face. Nous avons posé cet acte par amour pour notre pays, pour envoyer un signal en faveur d'un dialogue qui n'est jamais arrivé. Voilà le fond de notre intervention. Ok. Donc, pour moi, on va revenir sur l'état de santé du PDCI. Et concernant, je ne sais pas, que représente la coordination des cadres du PDCI? Parce que hier, on a vu un message passé qui disait qu'il y avait un membre de cette coordination, notamment l'ancien député de Koumassi, Emolo, je crois, Innocent, oui, qui avait appelé en fait à une nouvelle, à un bureau politique ensuite qui allait déterminer la date de la nouvelle convention pour demander à ce que le PDC choisisse un nouveau candidat. Et donc, quand nous, on voit ça en tant qu'observateur, lorsqu'on voit cela et puis vous nous dites aujourd'hui que tout va bien, tout se passe comme sur des roulettes, il y a de quoi se poser des questions. Donc, dites-nous réellement que représente cette coordination-là et est-ce que le PDCI est au bord de l'implosion? Non, alors, il faut vraiment faire attention parce que il y a ce que les gens peuvent dire, et puis je vous encourage à vous appuyer sur les faits. Okay. Souvenez-vous que malgré les empêchements d'organisation de notre congrès, le 22 décembre 2023, le président Tizane Thiam a été élu à 96,48 et quelques %. Mais qui l'a élu? Ce sont les membres du bureau politique, ce sont les vice-présidents, ce sont les délégués, ce sont les secrétaires généraux de section, conformément à nos statuts. Non, il y a certains cadres de votre parti qui estiment que ce congrès n'a pas été fait dans les règles de l'art. Il n'y a pas eu de président, il n'y a pas eu de secrétaire général. Non, il faut bien saisir les choses. Je parle de 2023, décembre 2023. L'élection de M. Thiam à la tête du parti. Donc, il y a 96,48% des électeurs de notre congrès qui élisent le président Thiam. On va à la convention, où tout le monde c'était ouvert. Hein. Tout le monde pouvait être candidat. Jean-Marc Gassé a été candidat. Tizane Thiam a gagné à 99 et quelques %. C'est les mêmes électeurs. On refait, avec tous les problèmes que vous savez, M. Thiam, le président Thiam, remet son mandat en jeu en disant, bon, ok, vous dites, il y a tel aspect, vous voulez nous condamner, vous voulez manipuler. Bon, moi, je remets le filet sur la table. On va raconter tout ce qu'on veut. Mais il faut s'accrocher au texte. Hein. Quand on dit les choses, il faut dire les choses au texte. Bon, lisez bien les textes,
vous allez comprendre que toutes ces déclarations-là, elles n'ont rien à voir avec le texte. Alors, non, quand Jean-Louis Bion le dit, il se trompe alors. Écoutez, M. Jean-Louis Bion, c'est un collègue, il est membre de mon groupe parlementaire à l'Assemblée. On parlera de ça tout à l'heure. Bon, voilà. Donc moi, je fais attention à ce que je dis parce que je suis un responsable du parti et je dis des choses que je veux accrocher au texte du parti. C'est tout. Vous savez, Qui était donc le président de ce fameux congrès qui s'est déroulé tout dernièrement? Pourquoi vous vous accrochez à la notion du président du congrès? Parce que c'est une règle, de votre parti selon Jean-Louis Bion. Quelle règle? Un congrès doit avoir un président et un secrétaire général. C'est une coutume. Dans le texte, vous n'avez pas le mode organisationnel du congrès, vous ne l'avez pas. Il faut faire attention. Et puis, qu'est-ce qu'on veut? Monsieur Thiam, on remet. Moi, j'étais membre du comité électoral et je peux vous dire, en ma qualité de membre du comité électoral, et même proche du président Thiam, j'ai tenu avec beaucoup d'autres membres du comité électoral à ce que ces élections se passent vraiment dans la transparence totale. Totale. Et M. Thiam a encore été élu à 99,77%. Oui. Ça, alors, non, je voulais juste finir là-dessus pour dire, regardez, la majorité, la très, très, très grande majorité des cadres du parti, de ceux qui prennent les grandes décisions du parti, soutiennent leur président, soutiennent notre président, le président Cheikh Tidiane. On va revenir, on reste d'abord sur l'avis du parti. Oui, on réagisse un peu à la démission de Maurice Kakoui Kakoui de son poste de conseiller politique. Je pense que ça fait écho au propos du président tout à l'heure lorsqu'il parlait des règles qui n'ont pas été respectées. Comment vous l'avez vécu personnellement, honorable, sachant qu'il est membre de votre groupe parlementaire aussi? Oui, écoutez, monsieur Maurice Kakoui Kakoui, c'est un aîné. Et rappelez-vous, je l'ai remplacé. Hein? Il était président du groupe parlementaire avant moi. Vous savez, je suis aussi conseiller. J'ai été renommé, j'étais conseiller spécial du président Bédier. J'ai été renommé conseiller spécial du président Thiam. Plusieurs mois après qu'il ait refondé son équipe, j'ai été reconduit dans mes fonctions. Et le même jour, quasiment dans la même période, Maurice Kakoui Kakoui a été nommé conseiller politique. Mais moi, en tant que conseiller, vous croyez que je suis au courant de toutes les décisions que le président prend? Cette décision de remettre son mandat sur la table à l'occasion de ce congrès, mais je l'ai appris comme tout le monde. Il ne s'est pas informé? Non, mais écoutez, dans ma fonction de conseiller, je n'ai pas à demander au président ou à imposer au président de me dire ce qu'il fait. Le président, c'est le président. Les statuts, alors je répète, les statuts du parti lui donnent, le président est un organe en lui-même tout seul. Donc l'organe prend sa décision et je suis informé après coup de la décision. Vous avez appris la nouvelle le même soir que nous? C'est ce que oui, vous nous dites? Le même soir que tout le monde. Et j'informe mon équipe en disant, écoutez les gars, alors c'est ça aussi quand même. On ne parle de stratégie, on peut parler en coulisses quand même. Non. C'est une décision qu'il a prise en tant qu'organe. Il peut évidemment prendre conseil auprès de quelques personnes, mais il a tenu secrète, confidentielle. Moi, j'ai été informé, je vous dis honnêtement, j'ai été informé comme tout le monde. Mais quand j'ai été informé, qu'est-ce que j'ai fait? Vous croyez que j'ai murmuré? Je fais un choix de dire, mon président a pris une décision, je fais l'hypothèse que cette décision est dans l'intérêt du parti, et je suis l'un des premiers à m'impliquer dans la mise en œuvre de cette décision. Donc je m'engage dans la préparation le jour même. Je m'engage dans la préparation à partir de 8h du matin. Je suis sur pied avec les équipes pour préparer tous les éléments du bureau politique. Mais est-ce que vous essayez aussi de comprendre en fait l'état d'esprit dans lequel le professeur Kakoui était lorsqu'il avait pris cette décision-là? Ça peut s'entendre dans la mesure où... C'est des méthodes quand même. Voilà, dans la mesure où il y a eu des choses qui s'étaient passées auparavant. Et donc, c'est tout cela qui a concouru, en fait, à la prise de cette décision-là. Donc, quelque part, vous pouvez au moins comprendre... Non, écoutez, non, Est-ce que cela ne montre pas que la maison PDCI n'est pas sereine? Pas du tout. Attendez, je répète ce que j'ai dit. Un chef, un dirigeant, même d'entreprise. Moi, j'étais chef d'entreprise, je le suis encore d'ailleurs. Hein? Je dois prendre une décision. Mais, écoutez, je prends la décision.
je viens informer mes collaborateurs, ou bien je viens consulter, ou bien je vais voir le conseil d'administration. Mais je ne suis pas... Il n'y a aucun élément dans le texte qui oblige... Donc rien n'oblige de façon statutaire le président à consulter ses conseillers. Le président est un organe. Un organe, ça veut dire ce que ça veut dire. Le Congrès est un organe. Le bureau politique est un organe. Et l'organe, cet organe, il a des tâches à faire. Dans aucune de ces tâches, il est écrit, voilà, vous allez consulter tous vos conseillers avant... Non. Il analyse l'environnement, il regarde les choses, il pèse le poids, il dit, bon, mes conseillers, dans le cas d'espèce, je compte sur eux pour la dynamique de mise en œuvre. Et je vous dis, dans mon cas, moi, quand j'ai appris l'information, le matin même, je me suis retrouvé dans le groupe chargé de préparer les textes, etc., du bureau politique. Je n'ai pas demandé, mais le président, pourquoi il ne m'a pas appelé, pourquoi il ne m'a pas dit cela, il ne m'a pas dit cela. Être conseiller est un conseiller. Il reste dans sa fonction. Et en plus, je voulais vraiment la finir là-dessus, être conseiller, il a aussi pour mission d'anticiper, hein, d'être celui qui alimente son chef. Monsieur le chef. Ça n'a pas été le cas avec Agikawe. Non, mais écoutez, c'est le conseil que je donne à mon aîné. N'attends pas forcément que ton chef dise, mais soyons proactifs. Peut-être qu'il parle. Le chef attend de nous d'être proactifs. Et dans ce que nous disons, le chef, il prend ou il ne prend pas. Mais il faut décupler le potentiel du chef. C'est ça notre mission. Et moi, en tant que conseiller spécial, c'est l'effort que je fais de décupler le potentiel de mon chef avec ma valeur ajoutée. Et mon aîné, Agikawe, devrait se mettre dans la même dynamique. Je ne pense pas que le président j'ai un reproche particulier à lui faire. Mais c'est important que les conseillers, les collaborateurs du président comprennent que notre mission, c'est d'accompagner le succès du parti à travers le succès de notre président. On va parler un peu de la stratégie de votre parti, justement, suite à la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale. Vous avez saisi le comité des droits humains des Nations Unies. C'est pas une manière de gagner du temps aussi, cette saisine? Non, il n'y a pas de temps à gagner. Mais bon, vous avez suivi toute la mascarade judiciaire qui a conduit à l'écartement de notre président, à l'exclusion de notre président. Vous l'avez suivi, vous la connaissez, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est scandaleux. C'est programmé. Je peux vous le confirmer. C'est programmé depuis des mois de vouloir écarter M. Thiam. Et cette programmation, elle vient simplement du fait que M. Thiam, aujourd'hui, vous faites des sondages à Abidjan, tout le monde, les organes très sérieux, font les organes. Messina, un groupe très sérieux et américain, a fait une enquête. M. Thiam, s'il y a un second tour, arrive largement en tête à 57 et quelques % devant M. Ouattara. Il a 60% d'opinion favorable, contre 11 seulement d'opinion défavorable. M. Ouattara en a 47 de favorables pour 33% de défavorables. Donc voilà, donc ça je ne reviens pas là-dessus. Ça c'est le sondage que vous avez fait que le PDCI seul a et dont le PDCI seul fait les commentaires. Non, moi je peux vous le donner. Il est transparent, il est ouvert, il est fait par un organe sérieux. Pour l'instant, il n'est pas public. Dès la fin de cette émission, moi je vous le communique, il n'y a rien à cacher. Hein, c'est ouvert. Fait par un organe très sérieux. Bon, maintenant, le fond de votre question, c'est de dire, aujourd'hui, on nous a écartés, on nous dit, bon, vous n'avez droit, c'est organisé, hein, vous n'avez droit à aucun recours. Écoutez, nous cherchons tous les voies et moyens. Il y a plusieurs solutions. La procédure est très longue voilà. aux Nations Unies. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'exploiter toutes les sources à notre possession pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Justement. Et pour dire à l'opinion nationale et internationale, voilà ce qui se passe dans notre pays. Et nous voulons le dialogue, nous voulons que tous les acteurs politiques, en tout cas les leaders politiques, puissent participer en tout cas à ce vote, qui est un virage important, et que les conditions de la démocratie soient installées dans notre pays. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas loin d'une dictature. Donc vous êtes d'accord avec nous que en fait, dans l'immédiat, cette saisine ne va rien apporter. Alors, dans l'immédiat, je veux dire. Et si on comprend, pour compléter sa réflexion, son interrogation, si je comprends bien, vous n'envisagez pas une alternative à M. Cheikh Tidiane Thiam? Non, écoutez, nous avons un chef,
Mais le RSGP ou le RDA avant nous, quand il était exclu... Laissons le RDA, vous. Non, mais je me permets de faire un petit passage rapide. M. Ouattara a dit on ne peut pas écarter un ancien Premier ministre de la République. Nous aussi, on dit la même chose. On ne peut pas écarter un ancien ministre de la République. Donc, il s'est battu, mais nous aussi, nous allons nous battre pour obtenir le résultat de la réinscription de notre candidat sur la liste électorale. À 4 mois des élections. Vous dites? À 4 mois des élections, comment vous allez faire? Alors, vous savez, là-dessus, j'ai une réponse très claire. Dites-nous, ça tombe bien. Vraiment très claire. C'est de dire, la paix n'a pas de prix. Ce dont il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de la paix dans notre pays, il s'agit de vies humaines. Personne n'a envie qu'on revive ce qu'on a déjà vécu. Et moi, je le dis toujours, je ne veux pas forcément ramener les choses à ma région, mais nous, les 3000 morts dont on parle, ils sont chez nous. Ils viennent de chez nous, à la grande majorité. Et nous n'avons pas envie de pleurer encore dans nos familles. On a trop souffert pour laisser des gens enfoncer davantage notre pays dans le chaos. Donc nous allons nous battre. Vous savez, quand on parle de la Côte d'Ivoire actuellement, vous avez des gens qui se promènent à Paris, dans les salons, et disent tout va bien en Côte d'Ivoire. Mais ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux du tout. C'est ça la démocratie. De vouloir aller à des élections. Et puis ils vont vous dire, oui, mais M. Do, M. Intel, il est député à l'Assemblée nationale, mais comment il a fait? Mais est-ce que vous savez ce que c'est la croix et la bannière. Ce n'est pas démocratique de tout ce que nous vivons pendant les élections. Est-ce que c'est normal? Ici, vous allez aux élections, vous levez à 18h, je ne sais pas combien, avant la fin, mettez 5 minutes avant, vous allez voter tranquillement, personne ne vous empêche. Chez nous, on bourre les urnes. Chez nous, on empêche les gens de venir voter. Et dans ce contexte honorable... Et ça, nous ne voulons pas le revivre. Dans ce contexte, quand vous avez en face de vous un régime qui semble très fermé et qui, comme vous le dites, a des pratiques très suspectes, est-ce que vous ne vous battez pas en vain? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps peut-être de... Enfin, certains appellent à... De repenser la stratégie. De repenser la stratégie, certains appellent à peut-être à parer sur un autre cheval afin de pouvoir réintégrer le président Thiam dans ses droits après. Non, c'est des réflexions qui commencent à monter. Dans les réflexions, il faut faire attention. Il ne faut pas forcément personnaliser les choses. Ah, ça tombe bien. Donc, l'idée, c'est que le PDC arrive au pouvoir pour porter les idées du parti. Non, laissez-moi finir. Il ne faut pas forcément ramener... M. Thiam est notre champion, et notre candidat, là-dessus, on ne bouge pas. Il n'y a pas de plan X, Z, il n'y a pas. Même s'il n'est pas réintroduit dans ses droits. Écoutez-moi bien. Ensuite, ce dont on parle, je répète ce que j'ai déjà dit, notre combat, c'est la Côte d'Ivoire. Nous voulons que notre pays, là, il ait une autre image que celle qu'il a aujourd'hui. Notre pays est aujourd'hui complètement à la rue. Imaginez-vous, j'ai rien contre, ce sont nos frères, mais les Sénégalais sont capables de faire des votes. Tranquillement. Les Ghanéens à côté de nous, le Libéré à côté de nous. Alors, vous êtes au courant de ce sondage fait par un organe suédois sur le classement de la démocratie? Nous sommes classés à gauche, très proche des pays dictatoriaux. On n'est pas très loin. On a reculé. C'était un recul démocratique en Côte d'Ivoire. Et notre combat, il est là, d'abord. Nous voulons construire une nation fraternelle. Ce n'est pas que par la bouche. M. Ouattara a fait un beau document, je vous encourage de le lire, qui s'appelle « Vivre ensemble ». Dedans, non. Dedans, M. Ouattara dit « Je vais travailler à la démocratie ». Au bout de 15 ans, elle est où cette démocratie? Il dit « Je veux travailler à la cohésion sociale ». Au bout de 15 ans, elle est où cette cohésion sociale? C'est de ça qu'on parle. On parle de notre candidat, c'est vrai, mais il y a un autre lien qui va avec, c'est le fait que nous voulons la démocratie dans notre pays. Mais jusqu'à ce stade-là, je n'ai pas encore bien cerné votre stratégie. C'est-à-dire, là, vous avez saisi les Nations Unies. Si ça ne marche pas, on va vers quoi? Un boycott où le PDCI va miser sur nos champions? Bon, enfin, on n'exclut rien. Moi, si vous me dites que vous n'excluez rien, moi, je peux comprendre. Mais parce que là, ceux qui nous regardent nous disent, mais on fait quoi désormais? Il y a un très beau papier dans un journal que je ne vais pas citer qui parle un peu du moral de vos militants. Oui. Et vraiment, pour faire simple, est-ce que toutes ces situations-là n'a pas baissé un peu l'engouement, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de cap aujourd'hui face à ce blocage qui se présente à vous?
Non, je crois qu'il faut simplifier les choses. C'est vrai, je crois que le président lui-même a lancé un message à nos militants, le secrétaire exécutif en chef, aujourd'hui à Abidjan, les cadres, les vice-présidents, tout le monde. Le message, c'est de dire à nos militants, n'abandonnez pas la mobilisation, restez soudés, restez mobilisés. Et nous allons continuer à faire des manifestations pour dire non à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Donc nous allons continuer à le faire. Deuxièmement, nous allons continuer aussi à rassembler l'opposition avec le CAPSI, mais aussi avec Laurent Gbagbo et le PPACI. Là aussi, nous sommes en train d'y travailler. Donc il faut faire bloc. Devant une situation pareille, il est important que nous fassions bloc. Donc là aussi, vous parlez de stratégie, nous allons renforcer les liens et nous allons renforcer la stratégie pour que les choses changent dans notre pays. Ensuite, il y a d'autres choses. Comptez sur nous, nous sommes au travail. Nous sommes au travail. Non, vous n'écartez rien. Nous sommes au travail. Non. Alors, le PDCI, c'est le parti de la paix. La paix. Vous savez, il y a des choses qui ont changé. Et du dialogue aussi. Oui, du dialogue. Très bien. La paix et le dialogue. Mais il y a des choses qui ont... Le dialogue interne est en panne, visiblement. Non, mais c'est pour ça que nous nous tournons aussi vers l'extérieur. On dit, écoutez, le dialogue interne... Non, le dialogue interne au PDCI, Non, mais écoutez, il y a des choses que je ne veux pas dire. Il n'y a pas de dialogue interne en panne au PDCI. Quand vous avez 77% des électeurs qui soutiennent le président, de quel dialogue on parle? La meilleure façon de dialoguer, c'est de venir au Congrès et de parler. Le Congrès qui a élu M. Thiam comme président du parti, Jean-Marie Yassé était là. Jean-Louis Billon était devant moi. Quand on a plébiscité cette résolution qui a donné mandat au président Thiam d'être président candidat du parti à la Convention, mais M. Billon était là. Il aurait pu simplement lever la main et dire, écoutez, je ne suis pas d'accord avec cette résolution. Il n'a pas fait. Il était juste assis devant moi. Alors, bon, quand on sort et qu'on va sur la télé et qu'on dit des choses, il faut quand même faire attention. Il faut être cohérent avec soi-même. Et parlons de M. Billon. Non, je vais juste te dire une chose dans ce que vous avez dit, sur la stratégie. Donc, on continue, rassemblement, mobilisation et tout, et puis on ouvre, là où on peut ouvrir, aller vers nos amis, avec tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, pour leur dire, écoutez, regardez ce qui se passe. Nous avons reculé. Et ce n'est pas nous seulement qui le disons. Même des institutions qui suivent la démocratie dans le monde disent la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est classée derrière le Ghana, derrière le Sénégal. Je crois qu'on doit être dans les 137e, etc., sur 150 pays. Bon, notre situation est grave. Au moins, on a des éléments factuels qui vont nous conduire aujourd'hui à aller... Parce que Ouattara et son gouvernement, ils ont quand même réussi quelque chose de formidable, hein, à habiller complètement la mariée et à faire croire que tout va bien en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes aujourd'hui arrivés à leur démontrer, à tous nos amis, à tous nos partenaires qu'il y a une fâche cassée. Et cette fâche cassée-là, la voilà. Et ne pensez-vous pas que aussi pour la stratégie, parce que là, on voit qu'il y a franchement, il n'y a rien qui avance en ce moment du côté de l'opposition, parce que tout ce que vous faites présentement est insensible par rapport au gouvernement. Le gouvernement ne réagit pas à cet appel et tout. Ouvert à un dialogue avec oui, mais je viens. Et donc, est-ce que vous ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, il est temps que le président Tija Thiam rentre en Côte d'Ivoire pour essayer de aussi remonter le moral, comme Khalil le disait tout à l'heure, pour en fait... envoyer un message fort. Envoyer un message fort, effectivement, parce qu'on voit que tous les leaders de l'opposition sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils se battent. On a le président Gbagbo qui est là-bas, on a Charles Blé Goudé, on a tout le monde. On a Simone Yves, voilà, on a tout le monde qui est là. Ouais, donc, il vous dit, il n'y a pas ça. oui, mais lui, il ne peut pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le président Diatam de rentrer en Côte d'Ivoire pour, en fait, être à la tête, pas de l'opposition, mais du PDCI, pour donner ce coup de pouce-là, pour faire bouger les lignes? Moi, je réponds à votre question très clairement. D'abord, M. Thiam est parti parce qu'il était en mission et il a constaté, par d'informations très crédibles, que sa vie était menacée en Côte d'Ivoire. Bien, non, je vous le dis. C'est une réalité. Ok. Bien. Et en plus, donc voilà, donc ça c'est une réalité qu'il faut connaître. Mais dans tous les cas, le combat c'est sur le terrain qu'on va le mener ensemble. Donc je vous rassure que nous sommes en train de mener un ensemble de démarches pour que le président rentre au pays, les militants ont besoin de lui, la Côte d'Ivoire a besoin de lui, il va mener le combat sur le terrain. Ça, vraiment, je veux vous rassurer là-dessus. Maintenant,
il y a une lame de fond là, qui ressort, mais qui dit mais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde a l'impression que ça ne bouge pas. Moi, je vais vous rassurer, ça va bouger. Vous comprenez? Vous êtes optimiste. Voilà. Et je suis bien placé pour vous dire que ça va bouger, ça va vite bouger. Vous espérez que la date constitutionnelle du 25 octobre va être respectée pour les élections présidentielles ou pour vous, on peut la déplacer? Écoutez, je vous l'ai dit, mais je le répète. Moi, je suis un disciple de Houphouët-Boigny et nous pouvons, pour la paix, il n'y a pas de prix. Il ne faut pas s'attacher aux dates, au fétichisme des dates. Ce n'est pas ça le problème. Le problème de fond... Ce n'est pas un fétichisme des dates, c'est le simple respect de la Constitution, la loi fondamentale de notre pays. Oui, mais quand le président Gbagbo était en Côte d'Ivoire, on a fait les élections pendant les 5 premières, après les 5 premières années, on a repoussé combien de fois les élections? Ça a déjà été fait. Oui, il y avait une situation contextuelle qui était différente. Il y avait une partie du pays qui était occupée par une armée. Non, c'est pour vous dire que ça a déjà été fait. Donc il y a une situation contextuelle. Vous espérez un report de la date de l'élection présidentielle? Moi je dis, écoutez, qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire, même à 4 mois, qu'est-ce qui peut nous empêcher? Aujourd'hui, on dit la liste électorale, bon, vraiment, je dis, il faut. Nos frères en face, souvent ils nous prennent pour des idiots et c'est vraiment dommage. Auditer une liste électorale, un fichier informatique en Côte d'Ivoire, mais pourquoi on ne peut pas le faire de manière transparente? Ça dure combien de temps à votre avis? Vous appelez les jeunes là, vous leur dites, bon écoutez, tenez, auditez-moi tout de suite. On n'est rien de temps. On nous dit. La réforme de la CEI, ça dure combien de temps? Nous, on a déjà un projet, en tout cas le groupe parlementaire PDC a travaillé un projet de réforme de la CEI. Bon, nous on a une option, c'est la nôtre, mais réformer la CEI. Réforme du code électoral, on a déjà un projet. Donc ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que l'argument que le gouvernement brandit, selon lequel l'opposition cherche à dépasser la date du 25 pour mettre en place une transition, vous réfutez complètement cette argument. RLE, on peut la faire, on l'a déjà faite au mois de juin 2020, entre le 10 et le 20 juin. On l'a déjà fait. Audite la liste électorale. C'est technique, il n'y a rien de sorcier. Moi, je suis un ingénieur, je vous dis, il n'y a rien de sorcier. Bon, après, CEI, il n'y a rien de sorcier. Il y a des projets, chacun a des projets. On peut se retrouver rapidement et trouver un accord sur la CEI. Chacun a des intentions, mais il y a des limites. Justement, on peut caler les limites en fonction du délai, en fonction des zones de contrainte. Écoutez les gars, enfermez-vous. Sortez-moi un projet de réforme de la CEI là, autour duquel on tombe d'accord. Si nous aimons en Côte d'Ivoire, nous sommes capables de faire tout ça en rien de temps. Et on est capable de respecter la date. Voilà. Maintenant, si on doit être amené à la déplacer pour X raisons, on va la déplacer. On peut la déplacer sans mettre en place une transition. Mais pourquoi? Parce que je pense que c'est ce qui effraie quand même le gouvernement. Parce qu'ils se disent que l'opposition cherche à repousser la date et cherche à faire sauter en fait, le gouvernement pour mettre en place une transition. Nous sommes des démocrates. Oui. Et notre espoir, notre rêve, en tout cas ma génération, c'est de laisser une autre Côte d'Ivoire à la génération qui vient. Et cette autre Côte d'Ivoire-là, elle passe par des organes démocratiques. Je comprends, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Hein? Ils ne savent pas ce que c'est. Nous parlez de qui? Le RHDP aussi dit qu'ils sont démocrates. Non. Le PPAC dit qu'ils sont démocrates. Tout le monde dans ce pays a dit qu'il est démocrate. Écoutez, et tout le monde veut la paix. Hein. Monsieur, s'ils sont démocrates, c'est maintenant qu'il faut qu'on le prouve ensemble. On est capable de construire un minimum qui nous permet d'aller à des élections ouvertes, transparentes. C'est possible. Mais, honorable, pourquoi vous, le lieu où les représentants des peuples de Côte d'Ivoire, des populations de Côte d'Ivoire se retrouvent, c'est l'Assemblée nationale. Pourquoi dans ce lieu-là, où se retrouvent toutes les sensibilités politiques de ce pays, vous ne créez pas le débat là-bas, vous n'initiez pas le débat là-bas, vous n'initiez pas ce dialogue-là là-bas, pour que les choses soient réformées et puissent avancer? Non, mais vous connaissez la Côte d'Ivoire? Je vous pose la question. Bon, alors je vais vous dire une chose. Vous avez, d'abord, nous faisons écho. La nouvelle loi portant la CEI, elle est arrivée en 2022. Mais quand elle arrive,
vous espérez pouvoir apporter une valeur ajoutée. Et tout, on l'a critiqué. On a apporté des éléments complémentaires. On a fait, le groupe parlementaire PDC-RDA a fait 5 amendements. Du temps de M. Gbagbo, le président Gbagbo a introduit que sont représentés à la CEI, centrale et locale, les partis politiques qui ont des représentants à l'Assemblée nationale ou qui ont des élus locaux. Le texte de 2022 qui nous est arrivé est un recul démocratique dans lequel vous avez des partis fantoches qui sont inscrits et tout, et on a biffé la phrase « parti représenté à l'Assemblée nationale ». Mais on s'est exprimé là-dessus. On a fait une large diffusion de notre position. Mais personne ne nous a écoutés. Parce que, pourquoi? Parce que ils veulent, le RHDP veut avoir, comme c'est le cas, 97% des CEI locales qui sont aux mains, dont les présidents sont des gars du RHDP. Et qui viennent du parti de Mme Lagou, du parti de je ne sais qui, etc. M. Cabran-Apia qui est décédé, qui n'a aucun élu. C'est-à-dire, la nouveauté, le progrès démocratique, c'est ça. Là où M. Gbagbo avait proposé d'intégrer que des partis. Alors, on va arrêter. Donc, je veux vous rassurer. Le groupe parlementaire PDCI, et même je dis aussi nos collègues du PPAC, nous nous exprimons comme nous le pouvons à l'Assemblée nationale. Mais en même temps, vous devez comprendre que le découpage électoral aujourd'hui, hier j'ai rencontré un haut responsable politique ici qui m'a dit, mais ça c'est la super chérie. Avant même que les élections ne commencent, vous avez 70 députés d'avance dans le Nord. Enfin, le découpage électoral, ici, le RHP, qu'on les reçoit, ils disent que vous avez été élu sous ce découpage électoral. C'est ce qu'ils avancent comme argument ici. Moi je maintiens ma position. Je dis, et là aussi, il y a une dimension personnelle. Hein, quand même. Je suis là, je me suis lancé en politique pour apporter aussi de la valeur ajoutée. Ça, moi, je ne peux pas l'accepter. C'est ce qu'ils disent. Non, ils disent que vous tapez sur le découpage électoral qui vous a permis d'être aussi élu. On le dénonce aujourd'hui. Pourquoi ils ne veulent pas le remettre en cause? Pourquoi? Parce que pour eux, tout est bien. Mais pourquoi? Aujourd'hui, on peut me reprocher tout ce qu'on veut, mais on peut reprocher aussi à mon président tout ce qu'ils veulent. Mais nous, on dit, écoutez les gars, très bien, mais aujourd'hui, là, maintenant, les Ivoiriens veulent autre chose que ça. Ils veulent un découpage électoral qui tienne compte des réalités sociologiques de notre pays. Parce que nous voulons la démocratie. Nous voulons que cette Assemblée nationale, elle reflète la réalité de notre pays pour permettre justement d'avoir un vrai débat. Là, ce que nous faisons aujourd'hui, nous faisons écho. Nous crions, nous faisons tout ce que nous voulons. Mais quel est l'impact? Quel impact? Il y a une seule loi, un seul projet de texte, je dis, hein, un seul projet de texte, de projet de loi, qui est arrivé à l'Assemblée nationale et qui a glissé dans le texte la notion de l'orientation sexuelle. C'est le seul texte, un des textes, enfin je peux dire, auquel nous sommes clairement opposés et dont cette notion a été biffée. Voilà. Donc, vous comprenez la situation? Il faut bien comprendre. C'est tout ça qu'il faut changer. Mais justement, moi, revenir sur la question de la CEI, la Commission électorale indépendante, j'ai le sentiment que vous faites fixation sur l'organe principal. Pourtant, là où se dirigent les choses, c'est-à-dire au niveau le vote au niveau des comités, des commissions électorales locales, ça semble visiblement ne pas vous intéresser. Non, non, pas du tout. Mais je l'ai dit là tout à l'heure. Si. Ah, je vous l'ai dit? Non. La commission centrale, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais quand vous avez 15 membres de la commission centrale rattachés, liés au RHDP sur 3 d'opposition, bon, c'est quand même un peu inquiétant. Est-ce que vous appelez comme Pascal Affi-N'Guessan la démission du président de la CEI aussi? Écoutez, je réponds rapidement à sa question. Les CEI locales nous intéressent. La composition des CEI locales nous intéresse. Parce qu'aujourd'hui, vous avez... Parce que c'est là-bas le... Mais bien sûr. Comme on dit à Abidjan, c'est là-bas le vrai point. Je crois qu'il y a à peu près 10 membres, je crois. Sur les membres, vous avez justement les petits partis là, qui n'ont aucune représentation et qui ne sont même pas élus dans les mairies ou dans les conseils régionaux. Et qui sont dans les seuils locaux. Non. Mais ça aussi, ils refusent de le changer. Même dans les seuils locaux. Vous pouvez mettre, c'est vrai, les partis qui ont les représentants à l'Assemblée nationale, au Parlement, élus. Et puis aussi, des représentants des mairies, des partis politiques, il y a des gens
qui sont dans les mairies, qui ne sont pas à l'Assemblée nationale. Il faut pouvoir... Puis aussi, vous pouvez sélectionner des gens de la société civile. C'est là-bas que la démocratie de proximité se passe. Mais ils ne veulent pas. Là aussi, nous demandons la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote, comme ça s'est fait au Sénégal. C'est-à-dire, dans un village, il y a 2 bureaux de vote, c'est le résultat du bureau de vote seul qui fait foi. Mais pourquoi nous demandons ça? Moi, je participais à des élections. Vous avez des résultats qui sont proclamés dans un bureau de vote. Le lendemain, vous retrouvez les mêmes résultats agrégés en tenant compte de plusieurs autres bureaux de vote. Et puis les élections ont changé. Sortaient même de la CEI. Écoutez, je vais encore un peu dans le sens que c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, claquer la porte, faire la politique de la chaise vide, le temps n'est pas encore là. C'est une réforme de l'honorable Saleh Tsemoko. Hein. Je parle de la réforme de... Oui, non. Dans la réforme, ça peut être une option. Je crois que c'est une option qui a été proposée par un député. C'est de dire, écoutez, dans ce cas-là, on vire tout le monde et on met les techniciens. On met les techniciens. Nous, on a proposé d'autres options complémentaires. Lesquelles? C'est de dire, je dis, par exemple, ça c'est le groupe parlementaire, dit, écoutez, on peut peut-être changer effectivement la répartition des membres, la composition des membres de la commission centrale, mais aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle et suivi des activités de la CEI. Nous, on a proposé, par exemple, qu'il y ait un comité de contrôle et de suivi qui soit recruté et qui soit des personnalités de la société civile, qui soit recruté directement et qui contrôle le travail de la CEI. Parce qu'aujourd'hui, personne ne le contrôle. Personne. Je donne un truc. Pour imprimer, les imprimés que la CEI publie, pour les imprimer, elle a besoin d'un décret du gouvernement. Est-ce que c'est normal? Les choses sont simples. Ce que nous demandons, et c'est ça qui nous choque, de voir que ce que nous demandons sont des choses simples, mais évidemment, nos frères d'en face, ils ne veulent pas, parce qu'ils préfèrent travailler dans un black box qui leur permet de faire ce qu'ils veulent faire. Donc le PDCI n'est pas pour virer tous les partis politiques de la CEI, mais d'apporter un complément. Ce que veut le PDCI, c'est la transparence. Et si on est capable de nous asseoir pour trouver des solutions qui nous permettent... Alors, parce qu'il faut faire attention. Vous allez avoir certaines personnes au RGP qui vont dire « Oui, non, mais ils veulent tout mettre par terre. » Nous, en tout cas le groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée nationale, notre option n'est pas celle de mettre tout par terre. Notre option, c'est de dire contrôlons, corrigeons ce qui ne va pas, faisons du progrès continu, hein, plutôt que de faire du RAZ. Voilà un peu notre position. Mais maintenant, en même temps, on est dans un cadre, on a certains de nos partenaires qui sont pour une option, il y en a d'autres qui sont pour 2 options, mais ce qui est important, c'est que la Côte d'Ivoire se retrouve et qu'elle soit capable de bâtir des solutions qui soient viables, qui ramènent la paix dans notre pays. Voilà ce qui est important. J'aimerais qu'on revienne sur la déclaration de Jean-Louis Billon suite à la publication de la liste électorale. Il dit la liste électorale pour les élections d'octobre 2025 a été officiellement publiée. C'est avec cette liste que nous nous rendrons aux urnes pour choisir l'avenir de notre nation. Je partage votre regret et votre déception de constater que des grandes figures politiques n'y figurent pas. C'est rageant, mais c'était prévisible. Cependant, face à cette réalité, ma détermination est plus forte que jamais. Je suis convaincu de représenter la seule alternative constante, crédible et souhaitable pour notre pays. Qu'est-ce que vous répondez à votre député? Non, moi je réponds à mon député que c'est lui qui le dit. Le fait d'être la seule alternative, ça ne regarde que lui. Hein? Parce que s'il voulait montrer qu'il avait une alternative, il fallait qu'il soit candidat au PDC-RDR. Mais il veut porter les couleurs de son parti maintenant face à une situation bloquée. Mais dans ce cas-là, il est un candidat indépendant, il reste dans sa logique, hein, et qui est celle qu'il avait depuis le début. Bon, il est la seule alternative. Bon, évidemment, chacun de nous est une... Le décrit comme un élément indiscipliné. Hein? Et logiquement, quand quelqu'un est discipliné dans un parti, on l'exclut. Qu'est-ce que le PDCI attend pour mettre les choses au clair? Parce qu'il ne participe pas à vos réunions politiques du groupe parlementaire, j'ai l'impression. Il vient. Mais on ne le voit jamais dans les photos lorsqu'elle est... Non, il vient. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il vient.
Ah il ouais? vient parce que c'est un député, on lui a travaillé sur les textes de loi. Il vient prendre les informations. Non, Il vient, et qu'est-ce que vous dites? Non, honnêtement, sans langue de non, bois. non, non. monsieur. Moi, je vous dis une chose. Comment il se Honorable comporte en Simon, réunion? sans On langue de aimerait bien bois. savoir. Quand vous parlez, qu'est-ce que vous dites? Vous savez, moi j'ai une mission vraiment qui est une belle mission. Difficile quand même. Hein? Oui, une belle mission. Hein. Parce que vous savez, la démocratie, c'est pas facile non plus. Hein. Donc, il faut faire en sorte que chacun participe. Monsieur Jean-Luc Billon, il est président d'une commission. D'accord. Hein, commission des affaires sociales, hein, et culturelles. Bon, donc, quand il vient au groupe parlementaire, on parle des affaires de l'Assemblée nationale. des affaires Mais il dit nationales jamais qu'il veut être et président. des lois. Et Non, il vous dit jamais ça, Et on vous veut parlez dire. jamais des affaires du PDCI. non, je finis. Oui. Et quand, à l'Assemblée nationale, nous nous retrouvons et que le groupe parlementaire prend position, par exemple, la dernière fois quand nous sommes sortis, il est sorti avec nous. Il a pris position sur la déclaration que j'ai faite au nom du groupe parlementaire, il a pris position. Maintenant, vous savez, il est libre. Il est militant, il choisit d'aller combattre son parti. Bon, et comme vous dites, la logique normale Oui. aurait été La radiation. la radiation, normalement. Mais le président Thiam a choisi de ne pas, en tout cas, faire cette... Parce que prendre cette comme option. j'ai dit, il vient chercher les informations, on dirait. Donc, Non, au sein du faut groupe pas. parlementaire. Attendez, est-ce que M. Bion aussi, il n'a pas... Parce que j'ai l'impression qu'on on dit tous que M. Bion n'est pas, en fait... Il joue contre son camp. Voilà, il joue contre son camp. Mais est-ce qu'il n'a pas quelque part raison? Je m'explique. Parce que là, on a vu que depuis 2010, le PDCI n'est allé à aucune élection. 2015, Présidentielle. Voilà, présidentielle. Ils n'y sont pas allés. 2020, ils ont boycotté. Est-ce que le PDCI peut aujourd'hui se permettre ce luxe-là de ne pas partir à l'élection de 2025? Parce que c'est l'analyse de Billon aussi. En 2030, ça fera 20 ans que le PDCI aurait été absent à des élections présidentielles. Est-ce que le PDCI peut aujourd'hui se permettre ce luxe-là? Parce que moi, j'estime que le PDCI aujourd'hui a un tournant de son histoire. Donc, est-ce que Billon, quelque part, n'est pas dans cette logique-là? Est-ce que ce n'est pas pour cela qu'il appelle à la mise en place d'une nouvelle convention pour choisir un nouveau candidat? Et puis il a dit d'ailleurs, hein, s'il gagne, il va donner cette victoire au PDCI. C'est pour dire qu'il n'est pas... Il a toujours son amour indéfectible pour le Non, parti. vous savez pour tromper les militants, je le dis clairement, il y a plusieurs chemins. Hein. Bon, mais nous avons fait un choix en toute responsabilité. Ok. Le secrétaire de section de base, qui vient de Bangolo là-bas chez moi, il est allé voter en toute responsabilité. Le haut cadre qui est à Abidjan allait voter en toute... Nous avons fait un choix, notre choix s'appelle Cheikh Tidiane Thiam. Bon, maintenant, M. Bion, il avait tout loisir, je répète encore, d'être candidat, il n'a Pour pas lui, été. les conditions n'étaient pas remplies. Quelles conditions? Mais Cheikh Tidiane Thiam, là, il n'est plus sur la liste. C'est tout ça là que peut-être Billon voyait, puis il dit, bon... Parce qu'il Non, dit, non. il dit dans ses Alors, mots, il dit c'était il voyait, ça veut dire prévisible. quoi? Il voyait, ça veut dire quoi? Il Enfin. voyait, ça veut dire qu'il était au courant des manigances. Tout le monde voyait. Non, mais c'est-à-dire, non, mais j'insiste, il voyait. Non, non. Nous, on constate que notre candidat est le meilleur. Le meilleur parce que c'est lui que les Ivoiriens veulent, au regard de la situation actuelle du pays. Et ça, on l'a compris. Bien. Mais Et au regard du sondage que vous avez réalisé Non. tout seul, que vous seul avez les résultats et vous seul vous Non, comptez. non. Le RGP a réalisé aussi son sondage. Mais c'est pour vous là. Non. On rend Le un RGP sondage public. Non, on va le rendre public. on l'aura à la fin de l'émission. Ils sont confidentiels. Non, mais je vous le donne à la fin de l'émission. Le RGP, par ailleurs, a aussi fait son étude. Et nous connaissons les résultats. Ouais, c'est Nous connaissons les résultats. une république de Hein? sondages obscurs, Bon. là. Alors, non, il faut vraiment qu'on soit sur cette affaire non, Jean-Luc Billon, etc. Dans la vie, il faut assumer ses choix. Jean-Luc Billon voulait être candidat aussi depuis le début. Il ne faut pas passer par des superfuges. Il faut aller tout droit. Il veut être candidat indépendant? Non, il n'a jamais dit ça. Non, mais écoutez, il veut être candidat indépendant, mais il assume qu'il y est. Le PDCI a fait son choix et le PDCI assume son choix en toute responsabilité. Donc, de par votre posture, vous placez l'homme au-dessus de l'institution.
Pourquoi? Parce que le PDCI, quand même, est au-dessus N'oubliez pas, Oui. non, monsieur Doué, n'oubliez pas que c'est un couple. Ok. Vous avez un parti qui propose un homme qui, lui, va se retrouver en face du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'homme que vous proposez, c'est capital. Il doit incarner des valeurs. Il doit incarner une capacité. Donc, au PDC, à part Tidiane, au PDC, il n'y a personne qui peut incarner les valeurs du parti. Vous savez? Non, je sais pas. On dira la même chose au RAGP, hein, bientôt Non. on le recevra ici, Non. qui appelle aussi le président à être Écoutez. candidat pour clarifier, quoi. Écoutez, Aussi. moi je répète, parallélisme de forme, personne n'a posé la question au RAGP. Ah, nous, on leur pose la question ici, hein. Nous, on est très tranchants ici Savoir, avec eux. Hein, donc, écoutez, en 2020, on a dit on va passer la main aux nouvelles générations. Dès qu'il y a un accident, on s'est remis à la place de la nouvelle génération. On a dit on ne va pas exclure les candidats. Aujourd'hui, on exclut les candidats. Hein? Bien. Moi, je crois qu'il ne faut pas vraiment mélanger les choses. La Côte d'Ivoire traverse une période vraiment capitale. Ça aussi, il faut bien l'intégrer. Pourquoi les Ivoiriens veulent le changement? Parce qu'ils ont vécu 15 ans de division. On leur a promis l'émergence, le mot a disparu. Et dans ces 15 ans-là, vous avez eu aussi votre part hein, de 2011 à Écoutez. 2019. Oui. Moi, je ne suis pas du genre à fuir mes responsabilités. D'accord? Mais c'est aussi pour ça que nous avons quitté en 2018. Et je fais partie de ceux qui ont combattu et qui ont clairement identifié comme étant... Quand vous avez une alliance qui ne produit pas les résultats qui sont attendus par la population, vous ne pouvez pas continuer. Non, mais vous avez quitté suite au deal qui n'a pas marché, au deal de l'appel de Daouko, qui devait faire place Non, on est en 2018. On a quitté en 2018. Oui, mais justement, c'est parce qu'en 2020, le président Ouattara ne voulait pas laisser. Ne voulait pas céder, Donc, non, on n'y était pas encore. On a quitté parce que M. Ouattara voulait la mort du PDCI. oui, c'était au moment de la fusion. Et là, on a dit non. C'est tout. On a dit non. Et je fais partie de ceux qui ont dit non. Nous avons dit non parce qu'on ne peut pas continuer à nous engager dans une voie qui n'est pas productive dans l'intérêt de nos populations. C'est de ça qu'il s'agit. L'intérêt de nos populations. Merci beaucoup, honorable. Là, il faut qu'on rende l'antenne. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà. Et puis, on espère vous recevoir, si vous êtes de passage, Voilà. Non, mais en tout cas, pour aller plus en profondeur sur Non, je voulais vous remercier encore de l'occasion. Et puis, on aura l'opportunité de nous exprimer. Mais la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il faut que tous les enfants, les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour qu'on sorte de cette situation qui n'honore pas notre nation. Faites tout ce qu'on souhaite au pays. Merci, Président Jean-Paul Leroux. Merci, Jean-Yves Doué. Merci à Romain Clicquot de Mec à la réalisation. Bonne suite de programme sur les antennes de Télé Sud.